Entre 2011 et 2020, le taux de succès des projets IT, de projets de transformation IT, a augmenté de manière prodigieuse, de 2%. Avant de passer à la suite, avant de revenir sur ces chiffres, parce que je vais quand même vous donner les chiffres, posez-vous la question, pouvons-nous accepter ces 2% d'amélioration? Je suis très fier aujourd'hui et très honoré de vous d'accueillir au nom de la Guilde Agile, au sein de nos locaux du Next, que ce soit en présentiel ou à distance, des directeurs de transformation, de projets, des responsables de programme, des product managers, des coachs agiles. Nous tous, leaders, engagés dans la transformation des plus grands groupes et administrations françaises, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ces 2%. La Guilde Agile Soprasteria accueille pour la 3e édition l'Agile Day. Et nous tous aujourd'hui présents, nous allons travailler ensemble. Et la promesse que nous faisons, c'est que ce soir, vous repartirez avec de nouvelles idées, de nouveaux contacts, de nouvelles façons de faire pour aller au-delà de cette barrière. Il y a 3 piliers majeurs dans la réussite d'un projet IT. Il faut avoir la bonne équipe, forcément. Finalement, ce sont les seuls qui créent la valeur. Il faut avoir la bonne organisation autour de ces équipes et de ce leader qui vont la supporter. Et il faut avoir le bon leader. Le leader, en fait, dont le souffle va donner vie au projet et va le porter par la suite. Avant de passer sur le leadership, je vais revenir sur les chiffres. Normalement, vous avez tous déjà vu ces chiffres. C'est le Chaos Report du Standish Group, la version de 1995. Vous avez déjà vu, on vous a déjà expliqué que seuls 16% des projets étaient réussis, 53% étaient contestés et 31% étaient échoués. Juste pour rentrer dans la façon dont le thermomètre est construit. Un projet est considéré comme réussi ici s'il est livré à temps, à date, s'il correspond au budget, et si 100% des fonctionnalités initialement définies ont été développées. Je vois des sourires dans la salle, on y reviendra juste après. Même avec ces critères qui sont finalement très permissifs, en 1995 nous étions à 16%. En 2011, le Standish Group a changé de thermomètre. Ils ont gardé les 2 premiers critères, donc sur le budget et sur la date. Et le critère à cible a complètement changé en fait, et ils sont passés sur la satisfaction des utilisateurs et la valeur créée. Finalement, pour ceux qui connaissent ce genre d'approche, ils sont passés d'une approche projet à une approche produit. Ce changement a fait que, grosso modo, les chiffres précédents étaient surévalués de 7%. Donc 2011, 29% de projets réussis, un tiers, augmentation spectaculaire. Maintenant, pour vous tous, un petit test ophtalmologie. 2020. Est-ce que vous avez vu une différence? Ça sera plus visible comme ça. Cette courbe-là reprend en 1995 les valeurs initiales. Si elle était au niveau avec les nouvelles critères de mesure, elle serait ici. C'est-à-dire que pendant les 15 années de mise en place de l'agilité, que ce soit sur des projets simples ou à l'échelle, on a doublé, triplé le taux de réussite des projets. Et depuis 2011, collectivement, mondialement, nous avons tendance à stagner. Et c'est ce sujet-là que nous allons voir aujourd'hui au niveau des transformations. Je vous ai dit que j'allais parler un peu de leadership. Alors je vais vous proposer un quiz. Est-ce que vous savez à quoi correspond ce logo? Le Real Madrid. Je n'ai pas commencé par celui-là, ça aurait été un peu trop simple. Il y a quelques semaines, il y a eu une demi-finale de Ligue des Champions entre ces 2 clubs. Un club historique, le Real, avec une équipe vieillissante, qui n'a plus de joueurs de top players mondiaux, jeunes, dynamiques, qui en a beaucoup moins. Et Manchester City, une équipe construite par un seul homme pour répondre à sa vision en prenant chaque année les meilleurs joueurs possibles au niveau mondial. Donc demi-finale de Ligue des Champions. Et je vais juste vous parler des 2 coachs en fait. Alors là, j'ai pas mis la vidéo et je vais pas vous la mimer. Imaginez que le coach de Manchester City sort du banc, court 10 mètres en agitant les bras, en hurlant, avec les veines qui sortent au niveau du cou. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Son club mène 2-0. Il vient d'avoir une action. Le 3e but n'a pas été concrétisé parce que le joueur n'a pas fait ce que Pep Guardiola voulait qu'il fasse. Il y a un projet de jeu extrêmement clair. Et là, il a tiré, la balle a rasé le poteau, n'est pas rentré dans le but. Et le joueur se fait agonir d'un jeu. Pendant tout le match, en fait, on voit, comme à chaque match de City, Guardiola qui va prendre les joueurs en un par un et qui va en fait les micromanager.
Donc c'est-à-dire qu'en première mi-temps, le latéraux droit, tout le côté droit a beaucoup de consignes de Guardiola, et en deuxième mi-temps, tout le côté gauche a beaucoup de consignes de Guardiola. Une autre image, en plein de sérénité, de calme et de... Donc à ce moment-là, son équipe est encore qualifiée. Ce qui vient de se passer en fait, c'est que son équipe qui domine le match aller vient d'avoir une égalisation sur penalty. Donc là, son équipe mène 2-1. Et il est comme ça sur le terrain. Passons à l'autre coach côté Real Madrid. La demi-finale se joue sur 2 matchs, donc grosso modo 190 minutes. Officiellement 2 fois 90 minutes, donc 180. Nous sommes à la 180e minute sur 180. L'équipe du Real de Madrid a 2 buts de retard sur les confrontations, elle est donc éliminée. Voici l'attitude que renvoie le coach du Real Madrid. Sur le terrain, quelques instants plus tard, le Real marque 2 buts en 3 minutes, va en prolongation, va se qualifier par la suite. Cette image-là, donc on voit quand même quelqu'un qui est dans l'exubérance et la joie. Il reste 15 secondes à jouer à la fin des prolongations. Le Real Madrid va aller en finale de Ligue des Champions. Juste pour vous montrer en fait entre ces deux-là. Moi ce que je vois en fait c'est la sérénité. Quelqu'un qui est sûr de ce qu'il a fait, qui est sûr de ses hommes et qui sait ce qui va se passer. J'aime beaucoup cette image. À gauche, non à droite pour vous. À droite on a un cercle, on a plusieurs cercles concentrés sur une seule personne, vers le coach, et qui écoute les consignes du coach. Est-ce que vous avez déjà vu un daily scrum, un daily meeting, dans lequel le scrum master donne la parole à un dev, qui va lui répondre, et ensuite le scrum master donne la parole à un autre dev, qui va lui répondre. Je pense que ça vous parle. C'est exactement ce qui se passe. À gauche, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on a Carlo Ancelotti qui est ici, et si on ne sait pas qu'il est ici, vous n'allez pas le voir à distance. On a les latéraux gauche qui sont en train de discuter là, avec Marcelo, un joueur qui va quitter le club, mais le joueur le plus capé de l'histoire du foot. Donc les défenseurs latéraux discutent entre eux. Les milieux de terrain discutent ici. On a des coachs, on a des leaders plus centraux comme Benzema et Modric qui circulent de groupe en groupe et l'équipe s'auto-organise. Et c'est ça en fait qu'on va avoir au niveau d'un leader. On va avoir un leader qui pousse la sérénité, qui projette la sérénité, parce que même à 2 buts contre son camp, enfin même à 2 buts de retard plutôt, l'équipe ne s'est pas liquéfiée. Alors qu'au contraire, dès qu'il y a eu un but marqué par le Real, l'équipe de Manchester City sur le terrain était complètement liquéfiée, il n'y avait pas de réaction entre eux. Vous avez envie de travailler dans laquelle des deux équipes? Ouais, plutôt le Real. Juste pour faire un lien, pour ceux qui, certains d'entre vous l'ont déjà vu, c'est issu d'un livre d'Olivier de Villard sur la dynamique d'équipe, sur les stades de maturité d'une équipe. En regardant ce match, en regardant ces deux confrontations, je me suis fait la réflexion plusieurs fois qu'en fait, l'équipe du Real, cette année, était une équipe excellente. Une équipe excellente, c'est une équipe dans laquelle on retrouve l'intelligence collective, dans laquelle on va avoir des complicités tactiques, qui va s'appuyer sur ses talents, une reconnaissance des leaderships et des leaderships émergents, et une confrontation, alors il y a une étude méta, mais on ne va pas rentrer là, mais une confrontation qui est recherchée pour gérer les sujets. On le voit en fait sur les matchs, les joueurs s'invectivent entre eux, discutent d'une solution, trouvent une solution et reprennent à la suite. Et c'est géré par l'intérieur du terrain. Je reviens sur le micromanagement ou sur le fait de créer la possibilité que les joueurs prennent leurs mains. Sur la fin du match, en fait, vous voyez les leaders historiques qui sont sortis, parce qu'ils ont quand même 36, 37 ans et ça commence à être compliqué, et qui continuent à coacher leurs différentes lignes, leurs différents partenaires. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler sur les transformations agiles. Donc je vais passer la main à Julien Masson. Gardez en tête ces 3 piliers. La bonne équipe, on essaye toujours de la chercher. La bonne organisation, c'est compliqué. Et si vous n'avez pas la bonne attitude de leadership et de mindset, vos équipes n'iront pas dans la direction que vous voulez atteindre. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Julien Masson, je suis le responsable du centre d'expertise digitale de Soprasteria. Et je vais vous donner un petit regard sur aujourd'hui où est-ce qu'on en est sur les transformations agiles. Alors sujet intéressant, hein, Mathieu l'a montré avec les statistiques, on voit qu'en termes de taux de succès des projets, on a des courbes qui sont quand même relativement plates, alors qu'on voit que les investissements de la plupart des grands groupes sur l'agile ont été massifs. Et donc ça pose la question de aujourd'hui quel impact réel de l'agilité. On est tous, si vous êtes ici, on est tous des agilistes convaincus.
Et la question, elle est aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce que les statistiques de succès, on va dire, n'infléchissent pas et pourquoi aujourd'hui on discute avec des clients en fait, des prochaines étapes de l'agile. L'agile, tout le monde en fait. Si on veut y aller, c'est une volonté, un besoin de leader, un sponsorship. Mais derrière, c'est des résultats qui restent à démontrer, qui sont aujourd'hui challengés par une partie des clients. Alors, ce qui est facile quand on parle de l'agile, on m'a dit, c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé dans l'agile? En fait, il y a un premier élément. Ah, il y avait un jingle. Bon. C'est qu'en fait, toutes les entreprises, globalement, suivent le même chemin de transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agile est confronté au même phénomène que toutes les modes liées aux technologies. C'est du buzz et en fait, le buzz prend le pas sur, on va dire, le pourquoi on engage ces transformations. Et donc, toutes les entreprises suivent le même chemin. Il y a quelques années, on faisait du waterfall, on est passé aux méthodes agiles, on fait du scrum, et puis aujourd'hui, la plupart des grands groupes commencent à engager une démarche de transformation vers SAFe plus ou moins massif, en reprenant une partie des patterns. Intéressant aussi, on voit bien en termes de vocabulaire, le modèle Spotify, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde a vu les schémas, tout le monde a repris plus ou moins dans son organisation les termes de tribu, de squad, vous avez choisi le vocabulaire, mais on se retrouve, on va dire, dans un modèle qui est calqué et défini sur l'ensemble des entités. En fait, c'est intéressant parce que quand on fait de l'agile, on pourrait s'attendre, quand on prend la philosophie de l'agile, c'est de l'adaptation et de la remise en cause des frameworks et de ses patterns à sa propre organisation. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quels que soient les modèles d'organisation, les entreprises, les contextes culturels, les modèles de leadership, les patterns déployés chez vous, chez nous, ils sont tous calqués sur le même modèle. Aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause et de questionnement de ces modèles. Et je pense que la question de l'agilité, ce n'est pas la capacité à déployer un framework et à s'adapter au framework, c'est la capacité à remettre en cause la légitimité du framework dans votre environnement. Et ça, c'est pour moi un premier point à avoir à l'esprit, c'est que l'agilité, c'est spécifique à chaque entreprise, à chaque contexte. Les frameworks, évidemment, c'est un accélérateur, ça permet de normaliser. D'un autre côté, on pourrait considérer presque que c'est un anti-pattern d'une philosophie agile. Alors, en fait, le fait de calquer ces frameworks, ça rigidifie complètement les modèles. Ça les rigidifie dans les rôles, dans les rituels, dans tous les éléments. Or, c'est bien, dans les grandes boutiques, il y a des volontés et des besoins de normalisation. Mais d'un autre côté, en fait, ça cristallise complètement tous les aspects d'innovation et de remise en question qu'on attend des méthodes agiles. Et je pense que vous êtes tous dans des grands groupes. Aujourd'hui, on le voit, et les questions qui sont discutées au niveau des directions générales, c'est bien beau, on a investi de manière massive dans ces transformations, que ce soit, on va dire effectivement, on est en équipe de coaching, en formation, en accompagnement, mais au final, quel est l'impact qui est réellement constaté en termes de valeur délivrée? Alors évidemment, l'agile, ça permet d'avoir des cycles courts, de dérisquer des projets, d'embarquer les équipes dans une dynamique différente. Ça, c'est indiscutable. D'un autre côté, c'est fondamentalement, est-ce qu'on délivre des projets et une valeur qui est différente de celle qu'on délivrait avant? Et ça, c'est le premier point. C'est aujourd'hui, sur tous ces investissements massifs qui ont été faits dans les groupes, il y a un besoin de retour à la réalité. On le voit aujourd'hui, le contexte économique est compliqué de manière globale. Donc tous les investissements informatiques qui ont été faits dans les méthodologies, c'est vrai, c'est aussi sur tous les frameworks liés aux nouvelles technologies. Il y a un vrai questionnement sur l'investissement et l'impact et on va dire l'alignement entre l'investissement et la valeur. C'est vrai sur les technologies et c'est exactement vrai aussi sur les aspects méthodologiques. C'est un retour à la réalité, un besoin de justification. Alors on parlait, on vient de sortir de Cannes, donc je vais vous donner un petit regard sur pourquoi
aujourd'hui, on se retrouve confronté à ce phénomène de questionnement sur l'agilité. En fait, donc un film, donc Cannes, 1963, Le Guépard, pour ceux qui l'ont pas vu. En fait, il y a une citation, une phrase du Guépard qui est relativement connue. Alors, elle est marquée ici, je vais vous la dire de manière simple, c'est la phrase qui est connue. Il faut que tout change pour que rien ne bouge. En fait, le film est relativement simple. En fait, c'est l'aristocratie, la noblesse, qui se retrouve confrontée à l'arrivée des bourgeois. Donc, en fait, on voit bien que dans le monde changeant, la bourgeoisie prend progressivement le pouvoir et les responsabilités. Et en fait, le regard qui est porté par toute l'aristocratie, elle est de dire on va accompagner cette révolution, mais au final, on va rester tel qu'on était avant. Donc, gros changement, mais derrière, on va dire les rôles, les positions établies des uns et des autres restent globalement les mêmes. Et en fait, c'est un peu aussi ce qu'on constate dans tous les grands changements, que ce soit l'agilité ou tous les autres changements technologiques, c'est que, effectivement, gros mouvement, mais au final, qu'est-ce qui a changé de manière opérationnelle? Est-ce que les pouvoirs qui étaient établis ont été remis en question et sont challengés? Et ça, globalement, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, je vais reprendre la métaphore du foot, puisque Mathieu nous a lancé là-dessus. Quand on prend, on va dire, un jeu, on a l'organisation sur le terrain sur lequel on joue, et aujourd'hui, les règles du jeu. Si on prend aujourd'hui l'implémentation des méthodes agiles et de l'agilité dans l'entreprise, elle concerne principalement la partie organisationnelle. C'est-à-dire que globalement, on a des équipes sur le terrain, on a changé le collectif et la façon dont elles sont organisées. Donc on va avoir effectivement, on va créer des équipes, les organiser différemment, mais globalement, ils restent sur le même terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, on va se retrouver sur ce terrain à avoir une organisation différente, mais au final, on joue sur le même terrain. On va peut-être marquer plus de buts, plus souvent, mais fondamentalement, on reste sur le même périmètre. Le terrain de jeu, effectivement, c'est le périmètre d'ensemble, c'est l'échelle de l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, on voit bien que dépasser les silos organisationnels, c'est relativement compliqué et c'est pas naturel. Et l'autre élément, en fait, les règles du jeu, le parallèle qu'on peut faire avec l'entreprise, en fait, c'est les éléments structurels de l'entreprise. Qu'est-ce qui est structurel dans l'entreprise? En fait, c'est la finance. Et donc, tous ces sujets d'allocation budgétaire, tous ces éléments qui font l'entreprise, aujourd'hui, on voit que c'est en train de bouger, il y a des questionnements, vous parlerez, je pense qu'il y a le thème du LPM qui sera abordé dans la journée, mais on voit bien que l'économie, c'est ce qui fait, ce qui structure l'entreprise. Tant qu'on ne touche pas, on va dire, au périmètre sur lequel on joue et au modèle structurel de l'entreprise, et ce n'est pas que de la culture, c'est bien du chiffre, on voit que la transformation, elle est difficile. Alors, ce qui est relativement facile à voir, c'est que on sait, on a fait en place toute la partie organisationnelle. On voit bien que les périmètres, ils sont en train de bouger. Et l'étape d'après, effectivement, viendra, c'est sur ce qui est régalien dans l'entreprise. Alors, c'est assez facile. C'est pour ça que j'ai pris la citation de notre ancien Premier ministre. C'est que je pense que toutes les entreprises savent ce qu'elles doivent faire aujourd'hui en termes de transformation et où est-ce qu'il faut aller. Mais en fait, la route est droite et la pente est forte. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que au-delà d'implémenter les éléments, il faut avoir une capacité de changement. Et quand on parle de changement, donc c'est un pasteur américain, Rick Warren, en fait, qui a été un très gros influenceur en 2005. Donc je vais vous résumer en 2 mots ce qu'il dit en anglais. En fait, il présente un principe qui est de dire globalement, quand on veut changer, il faut accepter de se faire mal. C'est-à-dire que globalement, quand on change, il doit y avoir de la résistance et effectivement des douleurs. Et ça, on le voit aujourd'hui dans toutes les transformations qu'on fait. Est-ce que ces transformations, on va dire, elles génèrent potentiellement de l'insatisfaction? Et c'est globalement pas forcément le cas. On a quand même beaucoup de déploiements agiles où ça s'est bien passé, c'est super, c'est génial. La question, elle est, c'est le Guépard ou ce type, ou la vision de Rick Warren, c'est que s'il n'y a pas de friction, globalement, il n'y a pas de changement majeur. Alors, si on reprend les grands changements par rapport à ce que je vous avais évoqué, la première étape, c'est effectivement, on a parlé tout l'aspect méthodologie
c'est défini et c'est maîtrisé. L'étape d'après, c'est comment on touche au terrain de jeu. Et on le voit bien, les modèles d'organisation qui commencent à pousser des organisations produits, bah ça doit et ça brise complètement les silos historiques de l'entreprise. Pour aller au bout de l'implémentation et d'une logique produit, ça nécessite de casser ces silos. C'est pas en mettant on va dire en calquant des termes sur une organisation existante qu'on va changer le modèle organisationnel. C'est pas en changeant les noms et en rajoutant des méthodologies qu'on change des principes d'organisation. Donc on voit logique produit. Bah, si vous voulez aller au bout de l'exercice, il faut vraiment revoir les modèles d'organisation. Autre sujet, c'est ce que j'évoquais, c'est sur la partie financière. En fait, sur la partie financière, globalement, quand on regarde ce qui est fait en termes de projet, on est sur des cycles qui sont quand même beaucoup plus courts. La finance des entreprises n'a pas changé. En fait, tous les KPI de pilotage économique, les règles d'allocation des budgets, elles restent toujours les mêmes. C'est-à-dire que globalement, dans les cycles budgétaires, on raisonne toujours sur du long terme, on raisonne sur forcément des gros montants, des gros volumes. Et la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, au-delà de l'allocation, d'avoir de la fluidité pour faire passer des budgets d'un projet à un autre, la réalité, elle est aujourd'hui, est-ce que vous arrêtez des projets? En fait, c'est ça, on parle de lean, on parle d'agilité. Un KPI relativement simple, c'est aujourd'hui combien de projets vous arrêtez. En fait, on n'arrête pas les projets pour une bonne raison, c'est que, c'est compliqué d'un point de vue politique, d'un point de vue personnel, il faut prendre les décisions. Et il y a un autre phénomène qui est que les projets, les structures budgétaires ne prévoient pas qu'on arrête les projets. C'est-à-dire que globalement, le projet, il est pensé dans son intégralité de la première itération à la 150e. Donc ça, c'est un vrai sujet, quoi. Les règles d'arbitrage. Alors pourquoi les règles d'arbitrage? Effectivement, c'est la capacité d'arrêter des projets. C'est la capacité à prendre des décisions qui sont liées à la valeur qu'on délivre. Et aujourd'hui, même si on continue avec l'agilité à garder tous ces principes et toutes ces visibilités, on voit bien que dans les faits, les produits qui sont délivrés, ils sont certainement mieux testés, plus alignés avec les besoins métiers. Mais est-ce qu'on lance toujours les bons projets avec les bons résultats? C'est ce que nous montraient les statistiques avant. Je pense que la réponse, elle est toute trouvée. Une fois qu'on a vu l'organisation, effectivement, la structure budgétaire, on se retrouve, et c'est certainement ce que vous avez commencé à faire, on se retrouve dans des entreprises où la tendance, elle est de découper le mode de fonctionnement de l'entreprise en petites équipes. C'est le principe même de l'agilité, dans des équipes d'une quinzaine de personnes. Et là, ça commence à poser pas mal de questions. Et les grandes questions qu'on commence à avoir, il y a quelques années, autant sur la partie système d'information, on va laisser toutes les équipes faire. Chacune va être globalement autonome pour choisir ses frameworks de développement. Bon, ça marche bien. Puis on dit you build it, you run it. Alors ça, c'est phrase très sympa, mais on sait bien que dans les grands groupes, ça se passe pas comme ça, quoi. C'est pas celui qui construit qui maintient complètement ces systèmes. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'au regard des déploiements agiles qui ont été faits, les questionnements qui arrivent assez rapidement, c'est au final comment est-ce qu'on arrive à garantir la cohérence et l'interopérabilité de tout ce qui est fait par les équipes. Et l'architecture d'entreprise, qui au final était un peu passée de mode dans les années passées, aujourd'hui, elle retrouve ses lettres de noblesse en questionnant et en trouvant une légitimité pour, on va dire, guider la transformation du système d'information avec on va dire, peut-être un peu plus de pragmatisme et d'industrialisation dans ce qui était fait. Autre sujet, Mathieu nous a parlé du leadership, du management. En fait, la transformation agile, en fait, au niveau des équipes, ça a un impact et ça requiert deux compétences. Les compétences qu'on met au sein de l'agilité, c'est évidemment l'aspect opérationnel, c'est-à-dire la capacité à sortir du projet.
à sortir des itérations. On est sur du cycle court, on est dans l'opérationnel. Ça, c'est le premier driver. Et le deuxième driver de l'agilité, effectivement, c'est la compétence et les communautés de compétences. Donc, un manager, aujourd'hui, qui se retrouve au cœur d'une transformation agile, en termes de valorisation et de positionnement, au final, il a que deux choix possibles. C'est soit il revient sur un rôle de pilotage opérationnel, une capacité à sortir des projets, ou alors, en fait, il devient un expert et un référent sur son domaine métier. Et ça, c'est compliqué, puisque aujourd'hui, le rôle du manager, notamment en France, il n'est pas du tout sur, on va dire, il est sur du management, du pilotage, de l'animation d'équipe, mais il n'est pas ni sur du résultat opérationnel, ni nécessairement sur la compétence. Le manager, c'est pas le meilleur référent de l'ensemble de ces équipes. Et ça, on le voit en termes de questionnement et de positionnement du rôle du manager, c'est extrêmement compliqué. On le voit sur les équipes qui sont déjà opérationnelles, le modèle de fonctionnement, il est embarquant. Sur le top management, en général, on a le sponsorship et la capacité, à la volonté de transformer. Pour tout ce qui est middle management, il y a une vraie remise en question et des vraies interrogations sur leur rôle et leur trajectoire professionnelle. Et ça, c'est les trajectoires professionnelles. Elles concernent pas que les managers, eux, ils ont des choix à faire. Ils concernent en fait tous les collaborateurs. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est évidemment, dans tous les groupes, on a des frameworks, il y a des frameworks carrières qui existent. Donc, comment on arrive à mapper ou à mettre les nouveaux rôles liés à l'agilité, que ce soit des rôles de Scrum Master, des rôles de PO, il faut déjà les faire rentrer dans les référentiels. Alors, il y a pas mal de sociétés qui ont commencé à engager ces transformations. Tout le monde n'a pas les rôles définis, donc là, ça questionne forcément je peux prendre notre cas. Nous, côté Soprasteria, on commence à réfléchir, à mettre en place des terminologies, un framework carrière sur des nouveaux rôles. Et ça prend du temps parce que c'est des négociations et c'est un alignement avec les partenaires sociaux. C'est structurant de bouger un référentiel carrière. Donc ça, c'est le premier élément, c'est de reconnaître et de positionner ces rôles dans l'entreprise. Et l'étape d'après, en fait, c'est quelles sont les trajectoires de ces nouveaux rôles et de ces nouvelles compétences. Quand le monde il est découpé en équipes d'une dizaine de personnes et qu'on a plein d'équipes comme ça, c'est aujourd'hui, vous êtes Scrum Master dans une équipe de 10. Demain, vous êtes Scrum Master dans une équipe de 10. Après-demain, vous êtes Scrum Master dans une équipe de 10. Et c'est pareil pour l'ensemble des rôles. Donc la question, elle est en fait en termes de développement, en termes de questions qu'on évoquait sur qu'est-ce qu'on attend des managers, comment est-ce qu'on grandit en termes de compétences et quelles sont les possibilités de trajectoire professionnelle. Aujourd'hui, c'est des sujets qui ne sont globalement pas adressés par les entreprises. On commence à créer les dynamiques agiles, à mettre en place les premiers rôles. On voit bien que sur les entreprises qui sont matures sur l'agilité, les trajectoires à moyen et long terme, aujourd'hui, elles sont pas définies. Et on sait que c'est des sujets qui sont extrêmement structurants, extrêmement importants et qui vont arriver. C'est-à-dire, si vous avez embarqué l'agilité, ces questions-là, quand vos collaborateurs ils auront fait 3-4 ans dans la même squad, ils vont vouloir changer de squad. Donc ça, c'est intéressant. Mais en termes de développement de rôle, c'est des sujets qui sont extrêmement clés, je pense, et qu'il faut avoir dans le viseur et sur lesquels il faut commencer à se pencher parce qu'on voit que le temps de définition des trajectoires professionnelles, les temps de négociation entre l'ensemble des acteurs de l'entreprise, c'est un temps qui est extrêmement significatif et on sera tous rattrapés par ces questions. Donc voilà, j'ai fini. Donc aujourd'hui, en termes d'agilité, j'espère que vous arrivez à répondre. Alors, je ne vous ai pas donné les réponses, je vous ai donné quelques interrogations. Effectivement, ayez à l'esprit que c'est sortir, élargir le terrain de jeu et revoir les méthodes qui sont structurelles dans votre entreprise. Si vous ne changez pas ces éléments-là, vous ne tirerez pas le plein bénéfice des investissements et des méthodologies que vous déployez. C'est vraiment le sujet à avoir à l'esprit. Et le dernier élément, c'est ce qu'on évoquait, c'est effectivement l'agile, ça reste de la collaboration, ça reste de l'humain. Donc le rôle
des personnes qui interviennent dans ces nouveaux environnements, que ce soit les managers ou les collaborateurs, il faut vraiment vous pencher sur leur avenir et sur les prochaines étapes pour continuer à embarquer et conserver la dynamique. Et donc, pour la journée, hein, j'espère que vous aurez l'occasion de voir des pratiques et de partager des pratiques que vous n'avez pas forcément implémentées chez vous. Ça reste une journée d'échange et puis au final, c'est aussi un plaisir de tous vous avoir physiquement puisque ça fait partie, les événements commencent à reprendre et donc écoutez, je vous souhaite un excellent Agile Day.